L'enveloppe est arrivée un lundi matin, le 18 mars 2024, à 9h23 précise. Mon assistante, Léa, me l'a apportée avec ma pile habituelle de propositions de fusion-acquisition, de demandes d'audit et de dossiers d'alliance stratégique. Lefebvre et Associés recevaient des dizaines de ces sollicitations chaque semaine, provenant de petits cabinets espérant s'associer à l'une des plus grandes structures de droit des affaires de la capitale, et la plupart recevaient une lettre de refus polie en retour. Ces documents nécessitent votre attention, a dit Léa en posant la pile sur mon bureau en chêne massif, précisant que la fusion du groupe Girard était urgente et qu'il y avait une proposition de partenariat d'un cabinet lyonnais qui semblait intéressante. Lyon ? J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable pour demander de quel cabinet il s'agissait, et elle a vérifié ses notes pour m'indiquer le cabinet Beaumont et Associés. Une structure de taille moyenne avec environ 40 avocats qui cherchaient un partenariat stratégique pour gérer leur surplus de dossiers et accéder à nos ressources internationales. Beaumont et Associés, le cabinet de mon père. J'ai gardé un visage neutre, lui disant de me laisser le dossier et que je l'étudierais dans l'après-midi. Après le départ de Léa, j'ai fixé cette enveloppe pendant 5 bonnes minutes avant de l'ouvrir pour y découvrir une proposition formatée de manière très professionnelle et complète, 12 pages détaillant les domaines d'expertise, le portefeuille client, les affaires récentes et les projections financières du cabinet Beaumont qui se spécialisait dans le droit des sociétés et le contentieux commercial. C'était du travail solide, respectable mais sans éclat, mais les chiffres racontaient la véritable histoire avec un chiffre d'affaires en baisse de 23% sur 3 ans, la perte de 3 clients majeurs au profit de la concurrence au cours des 18 derniers mois. Et une démographie d'associés vieillissante sans plan de succession clair, tandis que les coûts de structure grimpaient alors que les heures facturables diminuaient. Il coulait lentement mais inévitablement, et ce partenariat n'était pas une question de croissance mais une question de survie. La proposition était signée par 3 associés seniors, Robert Beaumont, Thomas Michelet et Michel Beaumont, et le nom de mon père apparaissait en premier, Robert Beaumont, l'homme qui m'avait dit que je ne réussirais jamais comme avocate. Qui avait séché ma remise de diplôme à la Sorbonne parce qu'il avait un dossier à préparer, qui avait passé toute mon enfance à me comparer défavorablement à mon frère aîné, Marc, et qui venait maintenant me demander de l'aide sans même le savoir encore. J'ai repris mon téléphone pour appeler Léa et lui dire de programmer une réunion pour le lendemain à 14h pour une présentation complète, en exigeant la présence de tous les associés seniors. J'ai raccroché et je me suis adossé à mon fauteuil en regardant la skyline de la Défense depuis mon bureau d'angle au 43e étage, sachant que le lendemain allait être intéressant. Les problèmes avec mon père avaient commencé tôt, j'avais 8 ans la première fois que je l'avais entendu dire à quelqu'un que je n'étais pas assez brillante pour être avocate lors d'un déjeuner de famille pour le 14 juillet 2001. Quand mon oncle Jean m'avait interrogé sur mes notes et que mon père avait ri avant que je puisse répondre en disant que Camille était une élève correcte mais sans plus, qu'elle travaillait dur mais que Marc, lui, avait la bosse du droit et l'esprit analytique de son grand-père. Marc avait 10 ans et venait de gagner un concours d'éloquence à l'école, et mon père en parlait depuis des semaines alors que j'avais eu les félicitations au conseil de classe ce trimestre-là sans que personne ne le mentionne. Au lycée, la comparaison était constante, Marc a rejoint le club de débat et je l'ai suivi, il en est devenu le capitaine en seconde et mon père parlait de talent naturel, alors que quand je suis devenu capitaine en première, il n'est venu à aucune de mes compétitions. Marc a intégré le M Lyon pour ses études supérieures alors que j'ai été admise à Sciences Po Paris, et mon père a décrété que Lyon proposait un cursus plus pragmatique. Marc a obtenu son master avec mention assez bien, j'ai obtenu le mien avec la mention très bien et les félicitations du jury, mais mon père disait à ses collègues lors de dîner que les notes ne mesuraient pas l'instinct ni la présence en plaidoirie que Marc possédait. Quand j'ai intégré le master 2 de droit financier à Panthéon-Assas, la réponse de mon père a été de dire qu'ils devaient bien remplir leur quota de parité d'une manière ou d'une autre, alors que j'étais une femme issue d'un milieu favorisé et que j'étais entrée au mérite. Mais ils ne pouvaient pas l'admettre. Le point de rupture est survenu durant ma 2e année de doctorat en décembre 2014, alors que j'étais chez mes parents pour les vacances de Noël et que mon père organisait un dîner pour ses associés, j'aidais ma mère en cuisine quand je l'ai entendu parler dans le salon. Expliquant que Marc faisait son stage au Conseil d'État l'été prochain et que c'était le genre d'expérience qui forgeait une vraie carrière juridique. Quelqu'un a demandé des nouvelles de Camille, rappelant que j'étais à Assas, et la voix de mon père s'est faite méprisante pour dire que je me débrouillais sans doute bien mais que je n'avais pas l'étoffe d'une grande avocate, que j'étais trop sensible et trop émotive. Et que je finirais probablement dans l'aide juridique gratuite à régler des problèmes de PV de stationnement. La salle a éclaté de rire et je suis resté figé sur le seuil de la cuisine. Ma mère a touché mon bras pour me retenir mais je suis entré dans le salon sous les regards de 12 personnes pour annoncer d'une voix tremblante mais claire que je venais d'accepter un poste de collaboratrice junior.
Chez Gilles Loiret-Nouel avec un salaire d'entrée de 7 000 € par mois. Le silence s'est installé dans la pièce car c'était l'un des cabinets les plus prestigieux au monde, et le visage de mon père est devenu rouge quand il m'a dit que ce n'était pas le moment. Ce à quoi j'ai répondu qu'il avait raison et que ce n'était pas non plus le moment d'humilier sa fille devant ses collègues avant de faire mes valises, d'appeler un taxi et de repartir pour Paris le soir même. Mon père m'a appelé le lendemain matin pour me reprocher de l'avoir embarrassé devant ses associés, et quand je lui ai dit qu'il se servait de moi comme d'une chute de plaisanterie, il a prétendu qu'il ne faisait que discuter. Mais j'ai mis fin à la conversation en lui disant que j'en avais fini d'essayer de lui prouver ma valeur et d'être sa déception. Il m'a accusé de surréagir et je lui ai interdit de me rappeler à moins d'être prêt à s'excuser, ce qu'il n'a jamais fait. J'ai terminé major de ma promotion en 2016, avec des offres de 6 cabinets de premier plan, mais mon père n'est pas venu à la cérémonie, prétextant un dossier urgent, seule Marc et ma mère étaient présents, cette dernière semblant mal à l'aise et désolée. Tandis que mon père m'avait envoyé une carte avec un chèque de 500 € et un mot laconique me souhaitant que ce diplôme me soit utile, sans aucune mention de fierté ou de reconnaissance pour mes accomplissements. J'ai commencé chez Gide en septembre 2016 et le travail était brutal, avec des semaines de 100 heures, des délais impossibles et des associés qui hurlaient à la moindre erreur. J'ai vu des collègues pleurer dans les toilettes ou démissionner sans préavis. Mais j'ai tenu bon parce que chaque fois que je voulais abandonner, j'entendais la voix de mon père dire que je n'avais pas ce qu'il fallait, et je travaillais encore plus dur. Je suis devenu associé en 7 ans, plus rapidement que la moyenne, en me spécialisant dans le contentieux complexe pour les entreprises du CAC 40, et en 2021, Lefebvre et Associés m'a débauché comme associé senior avant qu'en 2023, à 35 ans. Je ne devienne la plus jeune associée gérante de l'histoire du cabinet qui comptait 1200 avocats répartis dans 12 bureaux à travers le monde, réalisant un chiffre d'affaires annuel de 3,2 milliards d'euros, et mon père n'en savait rien puisque nous ne nous étions pas parlé depuis 8 ans. Ma mère appelait de temps en temps pour me donner des nouvelles que je ne demandais pas, m'apprenant il y a 2 ans que Marc était devenu associé dans le cabinet de mon père et qu'ils étaient si fiers. Ajoutant que mon père demandait parfois de mes nouvelles et qu'il avait lu un article sur une affaire que j'avais gagnée, trouvant que j'avais fait du bon travail, ce à quoi je répondais avec ironie avant de raccrocher. J'avais construit ma carrière sans son approbation ni son soutien, je n'avais pas besoin de lui, mais en regardant la proposition de son cabinet, j'ai réalisé que j'avais quelque chose dont il avait besoin et qu'il allait le découvrir le lendemain. Mardi après-midi à 13h47, j'étais dans mon bureau pour une dernière relecture du dossier Beaumont alors que Léa m'avait préparé une analyse complète montrant des projections financières médiocres et des risques substantiels, et à 13h55. Elle m'a annoncé l'arrivée des 3 associés Beaumont en demandant s'il fallait les installer dans le grand salon de conférence. J'ai fait durer l'attente de 10 minutes, une technique apprise tôt pour établir les rapports de force, et à 14h07, je suis entré dans la pièce où 3 hommes d'une soixantaine d'années se sont levés, vêtus de costumes onéreux mais légèrement démodés. Des hommes qui avaient connu le succès 20 ans auparavant et qui tentaient d'y rester accrochés. Robert Beaumont, mon père, 64 ans, les cheveux grisonnants mais avec le même regard acéré, semblait fatigué. Thomas Michelet, son ancien camarade d'université, transpirait légèrement, et Michel Beaumont, l'oncle silencieux et analytique. M'ont regardé avec des sourires professionnels sans me reconnaître. Je me suis présenté comme Catherine Lefebvre, associée gérante, en utilisant le nom de jeune fille de ma mère pour ma carrière professionnelle, et mon père a serré ma main fermement en se présentant sans réaliser qui j'étais, car j'avais changé en 8 ans, avec une allure différente. Une garde-robe de dirigeante et une assurance qu'il n'avait jamais connue chez sa fille, et surtout, il ne cherchait pas son enfant mais une opportunité d'affaires. Nous nous sommes assis et je les ai invités à présenter leur cabinet. Mon père s'est lancé dans un discours rodé sur ses 40 ans d'expérience et son ancrage sur le marché lyonnais. Il était convaincant mais je percevais son désespoir sous-jacent à la manière dont il serrait son stylo en mentionnant les défis du marché. Quand j'ai souligné la baisse de 23% de leur chiffre d'affaires, Thomas a paru mal à l'aise mais mon père a repris la main en expliquant que les clients migraient vers des structures plus globales et que c'était précisément la raison de leur présence. Affirmant que Beaumont et Associés apportaient l'expertise régionale tandis que nous apportions la puissance internationale. J'ai pointé du doigt la perte de 3 clients majeurs dont l'un était parti pour un cabinet plus petit que le leur, qualifiant cela de défaite face à la concurrence plutôt que de consolidation du marché. Ce qui a jeté un froid avant que Michel n'intervienne plus honnêtement en admettant qu'il devait évoluer. Interrogés sur leur plan de succession, ils ont évoqué Marc Beaumont comme la relève, mais j'ai rétorqué qu'un seul nouvel associé de 36 ans ne constituait pas un plan de leadership solide pour l'avenir, et mon père a admis qu'il cherchait ce partenariat pour attirer de nouveaux talents.
Je suis allé droit au but en demandant pourquoi Lefebvre et Associés accepteraient d'offrir ses ressources et sa marque en échange d'un portefeuille client qui rétrécissait et d'une expertise que nous possédions déjà. Et mon père a répondu avec une voix tendue qu'ils offraient le marché lyonnais et 40 ans de relations avec les grandes entreprises de la région, des relations qu'on ne pouvait pas acheter. Je lui ai répondu froidement que nous pouvions simplement débaucher la moitié de ses collaborateurs le lendemain pour obtenir ce savoir à moindre coût, étant volontairement dur pour qu'ils ressentent l'insuffisance qu'il m'avait fait subir pendant des années. Thomas a tenté de calmer le jeu en parlant de respect mutuel, mais j'ai demandé quel était leur plan B si je disais non, et le silence qui a suivi a prouvé qu'il n'en avait aucun et qu'il faisait face à un déclin inéluctable. Mon père, le visage rouge, a trouvé mon évaluation sévère, mais j'ai fermé le dossier en déclarant que je ne voyais pas de synergie possible, ce qui l'a fait se lever brusquement pour protester contre ce rejet sommaire après 40 ans d'excellence. Son ego reprenait le dessus, il ne supportait pas de ne pas être l'homme le plus important de la pièce, et alors qu'il affirmait avoir formé des dizaines d'avocats brillants, je lui ai répondu calmement que cela ne répondait pas à nos besoins stratégiques. Il a crié que c'était absurde et j'ai maintenu ma position en lui disant qu'il faisait une erreur, ce à quoi il a répondu que c'était moi qui en faisais une, mais j'ai répliqué que je faisais rarement des erreurs, monsieur Beaumont. Il m'a fixé avec colère, puis quelque chose a vacillé dans ses yeux, un souvenir, le nom de famille de ma mère, et il a murmuré mon prénom avec incertitude. Je me suis levé lentement pour lui dire bonjour, papa, et toute couleur a quitté son visage pendant que Thomas demandait si nous nous connaissions, et j'ai révélé que Robert était mon père bien que nous ne nous soyons pas parlé depuis 8 ans. Michel s'est rassis lourdement en réalisant que j'étais Catherine Lefebvre, l'associée gérante dont tout le monde parlait, et mon père a balbutié que j'utilisais le nom de ma mère. Ce que j'ai confirmé en précisant que c'était mon nom légal depuis 7 ans et que je dirigeais ce cabinet depuis 18 mois après avoir été associé chez Gide. Je lui ai rappelé qu'il ne s'était jamais intéressé à ma carrière depuis mon diplôme auquel il n'avait pas assisté, et quand Thomas a commencé à se souvenir des propos dénigrants que mon père tenait sur moi. J'ai complété ces phrases en rappelant les moqueries sur l'aide juridique et les PV de stationnement. Mon père semblait sur le point de faire un malaise et Michel a suggéré de reporter la réunion, mais j'ai affirmé qu'il n'y avait rien à reporter et que la réponse restait non. Mon père a supplié en m'appelant Camille, mais je l'ai repris en exigeant d'être appelée Catherine ou Madame Lefebvre, précisant que nous n'étions pas sur une base amicale. Il m'a demandé s'il s'agissait d'une vengeance personnelle et j'ai retourné la question en lui demandant si c'était professionnel ou personnel quand il m'humiliait devant ses collègues ou séchait le plus beau jour de ma vie étudiante. Je lui ai dit qu'il ne m'avait jamais vue comme une avocate mais comme une fille décevante et qu'il ne supportait pas aujourd'hui d'avoir besoin de moi professionnellement. Il a baissé la tête et a admis à voix basse qu'il s'était trompé sur tout, sur mes capacités et sur ma valeur, puis il a ajouté qu'il aurait dû rester en contact et qu'il était désolé. 8 ans d'attente pour des excuses qui arrivaient dans une salle de conférence parce qu'il était acculé, j'ai pris acte de ces excuses mais j'ai maintenu que Beaumont et Associés ne correspondaient pas à nos besoins stratégiques. Sa voix s'est brisée en expliquant que ce cabinet était l'œuvre de sa vie et qu'il ne survivrait pas sans ce partenariat, et je lui ai suggéré qu'il aurait dû penser plutôt à la succession et à la rétention de ses clients au lieu de m'accuser de vouloir le punir. Je lui ai dit que je le laissais échouer parce que sa proposition n'avait aucun sens économique et que le fait qu'il soit mon père était hors sujet. Il m'a demandé si je prenais du plaisir à le voir supplier, ce qui m'a touché plus que prévu, et j'ai mis fin à la séance en demandant à Léa de les raccompagner. Alors que je me dirigeais vers la porte, il m'a arrêté en reconnaissant ses torts, son favoritisme envers marquer son absence quand j'avais besoin de lui, admettant qu'il avait été un père terrible et qu'il récoltait ce qu'il avait semé. Il a ajouté qu'il ne s'attendait pas à mon pardon ni à mon aide, mais qu'il voulait que je sache qu'il était fier de moi, de ce que j'avais accompli seul, et qu'il était désolé qu'il ait fallu qu'il perde tout pour qu'il puisse enfin le dire. Michel et Thomas regardaient le sol, et contre toute attente, je me suis entendu dire que j'allais réexaminer le dossier pendant une semaine, précisant que si je trouvais une solution bénéfique pour Lefebvre et Associés, j'envisagerais un partenariat modifié. J'ai prévenu mon père de ne pas me remercier car c'était une décision purement commerciale et que s'il acceptait, il travaillerait sous ma direction, suivrait nos protocoles et nos standards, et que s'il ne pouvait pas supporter que sa fille soit sa patronne, il devait partir immédiatement. Il a acquiescé et je suis retourné dans mon bureau, les mains tremblantes, demandant à Léa de ne pas me déranger pendant 1 heure pour digérer ce qui venait de se passer. J'ai passé la semaine suivante à faire auditer son cabinet par mes équipes et les résultats étaient mitigés, mais j'ai vu une opportunité que j'avais ignorée au départ, celle d'un rachat pur et simple plutôt que d'un partenariat. Ce qui nous permettrait d'absorber leurs clients et de construire une véritable antenne lyonnaise à moindre coût sous le nom de Beaumont et Associés, filiale de Lefebvre. J'ai rédigé une contre-proposition de rachat pour 15 millions d'euros,
avec une clause obligeant les 3 associés seniors à rester 2 ans comme conseillers avant de prendre leur retraite, ce qui protégeait les collaborateurs mais enlevait tout pouvoir à mon père. Je l'ai appelé le vendredi pour l'inviter à Paris le lendemain, seul, et il est arrivé nerveux dans mon bureau le samedi matin. Je lui ai présenté l'offre et j'ai vu son visage changer en comprenant qu'il perdrait le contrôle de son cabinet, mais je lui ai expliqué que c'était le seul moyen de sauver son héritage et ses employés. Il m'a demandé si c'était une revanche de le faire travailler pour moi, et j'ai répondu que c'était la meilleure option stratégique, lui offrant une sortie digne plutôt qu'une agonie lente. Il s'est approché de la fenêtre en évoquant 1984, quand il avait commencé avec 2 autres avocats, et j'ai rappelé que sous notre égide, son nom irait plus loin qu'il ne l'aurait jamais pu seul. Il a fini par me demander si nous pouvions essayer de reconstruire notre relation en tant que père et fille, et j'ai répondu avec honnêteté que cela prendrait du temps et que je n'avais plus besoin de son approbation, mais que nous pouvions essayer à condition qu'il ne me compare plus jamais à Marc. Il a ri en me confiant que Marc était en réalité intimidé par ma carrière, et il a accepté de discuter de l'offre avec ses associés tout en comprenant que je ne négocierais pas les termes. En partant, il a répété sa fierté et ses regrets, et je suis resté seul, réalisant que prouver aux autres qu'ils ont tort est épuisant, car même en gagnant, on perd quelque chose en route. Le lundi matin à 8h47, il a appelé pour annoncer l'acceptation unanime de l'offre, et le rachat a été finalisé le 28 mai 2024. La transition s'est faite en douceur, mon père et ses associés se montrant très professionnels, et Marc m'a appelé 2 semaines plus tard pour me remercier d'avoir offert une sortie digne à notre père. Marc m'a raconté que notre père parlait de moi sans cesse maintenant, montrant mes articles à tout le monde, et nous avons discuté pendant 1 heure de nos carrières, réalisant que nous avions tous 2 souffert de ses attentes. J'ai commencé à dîner avec mon père 1 fois par mois à Paris, et au fil du temps, les conversations sont devenues moins tendues. Il a avoué qu'il se sentait menacé par mon ambition car je lui ressemblais trop. Et qu'il avait essayé de se convaincre que je n'étais pas à la hauteur pour ne pas se sentir dépassé. 6 mois après l'acquisition, j'ai promu 3 de ses anciens collaborateurs au rang d'associés chez Lefebvre, et mon père était présent, ému de voir que j'avais sauvé leur carrière. 1 an plus tard, lors de sa fête de départ à la retraite au cabinet devant 200 personnes, j'ai prononcé un discours en rendant hommage à ce qu'il avait bâti tout en mentionnant publiquement qu'il était mon père et que cette fusion avait été complexe. Je l'ai remercié pour les leçons qu'il m'avait apprises, parfois malgré lui, en me donnant la résilience et la détermination nécessaires pour devenir l'avocate que je voulais être, et il pleurait alors que nous nous tenions sur le balcon de mon bureau après la fête. Il m'a encore demandé pardon et j'ai fini par lui dire que je lui pardonnais, non pas pour effacer le passé, mais parce que porter cette colère était trop lourd et qu'il faisait enfin des efforts. Il m'a serré dans ses bras en murmurant que s'il m'avait soutenu dès le début, je ne serais peut-être pas là où je suis aujourd'hui, car les obstacles nous rendent plus forts. J'ai répondu que nous ne saurions jamais si j'aurais réussi autant avec un père aimant, mais que l'essentiel était que j'étais devenu la personne que je voulais être, avec ou sans son approbation, même si je devais admettre qu'en cet instant, l'avoir enfin à mes côtés me faisait du bien.